thématique des plantes mauvaises herbes, plantes indésirables ou plantes compagnonnes. Donc là, on va voir les abeilles, les animaux. Donc une histoire d'amour entre les abeilles et les plantes par M. Bernard Lemdent, qui est le secrétaire général de l'Union syndicale des apiculteurs picards. Bonne conférence. Voilà, je vous laisse le micro. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'a demandé d'intervenir auprès de vous parce que, d'après ce que j'ai compris, vous êtes jardinier. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut intéresser un jardinier qui n'a pas besoin d'abeilles, qui n'a pas d'abeilles dans son jardin, qui se contente d'aller chez Truffaut pour acheter des paquets de graines, qui ensuite les met dans son jardin, et puis qui fait un tas d'opérations pour que ça pousse, que ça grossisse, et qui ne soit pas embêté par des plantes que certains appellent mauvaises et d'autres indésirables. Voilà. Donc mon propos va être un peu comme pour les enfants des écoles, puisque je crois qu'on est tout près d'une école. Comment se fait-il que les poissons que je vois dans la rivière ne sont pas tous carrés comme chez Findus? Ah oui, voilà la difficulté. Donc, qu'est-ce qui peut relier un jardinier aux abeilles? Ben, uniquement les plantes et les graines, effectivement. Donc, vous savez, donc je ne vous rappellerai pas, que les plantes sont apparues un petit peu avant nous. On va dire il y a quelques milliards d'années. Et puis que ça a stagné pendant un certain temps. Puis, il y a eu une divergence, bien entendu. Et ça, grâce à des bactéries, des archéobactéries et des archées. Et puis, on a vécu comme ça pendant très bien, ensemble, pendant des milliards d'années. Et puis, il y a 200 millions d'années à peu près, les plantes ont décidé qu'il fallait quand même évoluer un peu. Donc, il y a 200 millions d'années, les plantes, qui avaient déjà apparues avant, mais sous des formes différentes de ce qu'on connaît actuellement, et ça on le sait grâce aux fossiles qu'on retrouve, les plantes avant étaient éternelles. C'est-à-dire qu'elles ne s'embêtaient pas à aller chez Truffaut pour acheter des graines pour se reproduire. Elles utilisaient des moyens que vous connaissez peut-être en tant que jardinier, qui sont nombreux, qui leur permettaient d'être éternelles. Alors vous allez me dire, l'éternité, ça n'existe pas. Pour nous, à notre échelle humaine, c'est évident, mais à l'échelle d'une plante, c'est possible. Et l'éternité pour une plante, ou pour un animal éventuellement, puisque, comme le disait Maurice Maeterlinck, qui a eu le prix Nobel, qui écrivait en 1907 que la différence entre les fleurs et les animaux, elle est très ténue, qu'on ne sait pas exactement où est la frontière. Il se trouvait qu'ils étaient quand même un peu voyants à l'époque, puisque maintenant on sait qu'effectivement il n'y a pas de frontière entre les plantes et les animaux. Même si ça nous dérange, bien entendu. Seul animal qui soit vraiment différent des plantes, c'est vous, quoi, parce que vous avez une très bonne opinion de vous-même, alors que les autres animaux n'ont pas d'opinion d'eux-mêmes. Donc, il y a 200 millions d'années, les plantes qui vivaient éternellement, qui se reproduisaient, utilisaient des méthodes. Donc, reposer à partir des feuilles, par exemple, à partir de pousses ou de plantes qui poussaient sur leurs racines, à partir de plantules, de bulbilles foliaires qu'on retrouve toujours, bien entendu, maintenant, ce système, comme c'est dans la nature, quand la nature invente quelque chose, elle, pour elle, c'est durable. C'est pas simplement un slogan politique. Hein. On ne met pas à la poubelle 6 mois après quelque chose pour vendre autre chose. On n'est pas dans l'ère du smartphone, là, au niveau des plantes. Donc, quand on a inventé ces choses-là, on les retrouve maintenant. Donc, y compris les bourgeons axillaires, les tubercules, ça vous devez connaître les tubercules, les rhizomes, les cailleux, les bulbes, les drageons, et puis des choses formidables, les stolons, le marcottage, et on verra après qu'il existe aussi, comme dans toute société, puisque les plantes vivent en société, des gens qui n'acceptent pas la règle commune et qui sont devenus bisexuels, voire même transsexuels. Donc, quand on se reproduit de cette façon-là, on se clone, c'est-à-dire que, c'est ce qui va nous arriver bien entendu
très prochainement, on est presque arrivé au terme de nos études. C'est-à-dire, on prend des cellules d'un individu, on en refait un à l'identique, si bien qu'on est éternel. Hein, c'est tout. Une plante, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on se reproduit à l'identique, l'ennui, c'est que c'est comme à l'armée, je ne veux voir qu'une tête, vous êtes tous identiques, et je ne peux pas vous reconnaître, puisque vous vous ressemblez tous. Et les plantes, je ne sais pas comment ça se fait, mais elles en ont eu peut-être marre d'être toutes identiques, et à un moment, elles ont inventé un truc formidable dont vous vous servez pour certains encore, et puis j'espère pour la majorité d'entre vous. Ils ont inventé le sexe. Avant, il n'y avait pas de sexe. Donc, il y a 200 millions d'années, les plantes inventent le sexe. Je vois que madame sourit, donc c'est que ça lui rappelle des souvenirs. Et à partir du moment où on a le sexe, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut marier des plantes différentes entre elles pour faire autre chose. C'est précisément ce que font toutes nos grandes sociétés qui, on vous l'a dit ce matin lors de l'introduction, créent des variétés, mettent au rencard les vieilles, parce que dans le développement durable pour eux, ça veut dire je gagne de l'argent tout le temps et de plus en plus, et jusqu'à l'éternité. Donc, on crée des hybrides, etc. Or, les hybrides, la nature sait le faire. Mais elle le fait d'une façon un peu plus intelligente, notamment avec des véhicules génétiques, dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail, mais ici ça nous intéresse. J'en parlerai le 8 octobre à Aix-les-Bains, si vous avez la chance d'être en vacances à cette époque. Donc, pour le sexe, il y a un problème. Vous êtes adulte, donc vous savez que pour le sexe, il faut être au moins 2. Vous allez me dire, parce que je vois des sourires chez vous, que quelquefois on peut être 3. Là, pour les plantes, rassurez-vous, ils n'en sont pas là. Il reste à 2. Donc, il va falloir quelqu'un qui apporte l'élément mâle et quelqu'un qui apporte l'élément femelle. Donc, on va se poser la question, chez les plantes, il y a 200 millions d'années, où le sexe. Quand on regarde une plante, a priori, ça ne se voit pas. Or, il existe des plantes qui possèdent les 2 sexes, mâle et femelle, sur la même plante. Ça s'appelle des plantes dioïques, dit, ça vient du grec, 2, donc qui ont les 2 sexes. Après, il y a des gens un peu plus compliqués, qui correspondent un peu à notre espèce, qui ont dit on va se séparer, il y aura un sexe par plante. Donc vous avez des plantes monoïques, donc vous avez un pied mâle, un pied femelle. Si vous n'avez pas les 2, vous n'aurez pas d'enfants. Et les enfants chez les plantes, ça s'appelle les fruits. Vous en connaissez un célèbre, c'est ce qu'on appelle le kiwi, l'actinidia. Si vous n'avez pas un pied mâle, un pied femelle, pas de kiwi. Puis après, vous avez des petits vicieux qui ont dit nous, on va utiliser notre système, on va mettre le sexe mâle, le sexe femelle sur la même fleur. Parce que dans les autres cas, on a des fleurs séparées, bien entendu. Et on les appelle des hermaphrodites, c'est-à-dire l'union du mâle et de la femelle sur une même fleur. C'est ce que vous rencontrez par exemple sur les pommiers, les cerisiers, etc., la plupart des arbres fruitiers, c'est-à-dire vous avez au centre la partie femelle qu'on appelle gynécée, et au-dessus la partie mâle, l'androcée, avec les étamines, le pistil, et puis les anthères et le pollen. À partir de là, on a la machinerie. Donc, comment ça va fonctionner? Si, comme certains hermaphrodites, on est paresseux ou vicieux, parce que le vice n'est pas seulement une notion, on va dire, humaine. Si on travaille à l'économie, on va utiliser l'inceste. Si on est hermaphrodite, on peut se féconder soi-même, mais si on se féconde soi-même, qu'est-ce qui se passe? On mélange son patrimoine génétique avec son patrimoine génétique. C'est tout. Donc on est revenu à la case départ. Donc on aura effectivement des pommes identiques si le pommier est hermaphrodite. Donc si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut automatiquement
comme on a fait dans le temps dans la société humaine, sortir du clan pour aller chercher les femelles ailleurs. Alors chez les Romains, on a les volets, hein, c'est l'enlèvement des Sabines, ça s'est pratiqué de tout temps. Donc il faut trouver pour les plantes, or les plantes elles sont immobiles, d'après vous bien entendu. Or, si on étudie complètement la botanique, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment immobiles. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui d'entrer dans le détail. Donc, quand on est immobile apparemment, comment trouver un partenaire sexuel qui ne soit pas du même sexe que vous? Le problème est difficile à résoudre. Et on ne peut pas le résoudre seul finalement, même en se penchant longtemps. Et même Einstein, qui s'était penché sur le problème, a dit si on n'a pas un allié, on ne s'en sort pas. Il faut un troisième larron qui va apporter l'élément mâle sur l'élément femelle pour obtenir un fruit qui sera issu du patrimoine génétique de deux plantes différentes. Soit de la même espèce, soit de deux espèces différentes, peu importe. Alors donc, chez les plantes, on est obligé de faire appel à de l'aide extérieure. Donc, à un copain. Alors, qui ça peut être? Chez les dernières plantes apparues, à savoir les poacées, que vous connaissez peut-être, parce qu'elles envahissent souvent votre jardin, et que vous connaissez surtout sous le nom ancestral de graminées, mais ça a changé depuis. Là, il suffit d'utiliser le vent. Donc, on produit à foison du pollen, et on le lâche dans la nature, le vent l'emporte et le transporte jusqu'à d'autres graminées ou poacées. C'est ce qui vous crée d'ailleurs tous les ans, ce que vous savez, le rhume des foins et cette allergie qui vous donne des rhinites. Alors ça, c'est un système, si vous voulez, évoluer, pas prosaïque du tout, hein, il n'y a pas de romantisme là-dedans, ça faut l'avouer. Hein. C'est un peu le système Internet. Je ne m'embête pas, je tape chéri.com pour trouver quelqu'un. Voilà. Donc c'est la même chose pour les plantes entomophiles qui utilisent le vent. Mais ça, c'est une petite partie des plantes qui utilisent ce système. La majeure partie utilise les services d'un animal. Et dans les animaux, il y a bien entendu les abeilles, mais les abeilles au sens large, c'est-à-dire toutes les abeilles, puisqu'il y a plus de 1000 espèces d'abeilles en France et en Europe, dont les bourdons qui sont d'excellents pollinisateurs. Mais il y a d'autres animaux. Donc on verra les abeilles en dernier, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Dans les autres animaux, il y en a certains que vous soupçonnez peut-être même pas. Par exemple, les plantes malacophiles, c'est celles qui utilisent les services des escargots ou des mollusques, hein, pour transporter le pollen. Pourquoi? Parce que, bon, c'est sûr, un escargot, ça suit son petit bonhomme de chemin, ça va pas trop vite, mais en même temps, comme ça a du mucus, c'est collant, donc ça transporte facilement le pollen, on est sûr que ça ira à destination. Il y en a d'autres qui vont utiliser le service des oiseaux. Les plantes qui sont ornithophiles utilisent des oiseaux. Alors, en Picardie, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais si vous descendez en Afrique, vous trouverez les souimangas qui pollinisent des fleurs. Et en Amérique du Sud, l'alternative qui est le colibri. Donc ce sont deux oiseaux qui utilisent le même système, c'est-à-dire qu'ils ont un bec très long, ils font du vol stationnaire et ils pénètrent dans les fleurs pour pomper le nectar et ils pollinisent ainsi les fleurs. Donc colibri souimanga, c'est la même chose, c'est deux sites différents parce qu'il y a eu séparation à un moment. Quand la Pangée, le grand continent unique, s'est séparé en plusieurs morceaux, donc l'Afrique s'est séparée de l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Le dernier mammifère qui est apparu sur Terre, il y a environ 55 millions d'années, fait aussi de la pollinisation et travaille pour les plantes. Ce mammifère, vous le connaissez. Pour certains d'entre vous, j'espère. C'est le seul qui a le privilège pour l'instant d'avoir utilisé la technologie inventée par Léonard de Vinci
à savoir c'est la chauve-souris, c'est le seul mammifère qui sait voler. Donc la chauve-souris donc, pollinise certaines plantes, comme par exemple en Asie du Sud-Est, un arbre qui s'appelle le durian, qui produit un fruit qui est excellent pour les Asiatiques, mais qui est immangeable pour nous, Européens, parce qu'il a une odeur détestable. Il a un fruit assez gros d'ailleurs, 9 kilos. Il vit au bord de la mer et il est en voie de disparition, parce que les humains, qui sont quand même des gens intelligents, font disparaître les sites où existent des chauves-souris. Et les humains qui font ça, ce sont des gens riches. Et les gens riches là-bas, ce sont les seuls qui peuvent se payer du durian. Donc ils détruisent les côtes, ils font disparaître les chauves-souris, en même temps ils font disparaître les durians, tout ce qu'ils pouvaient se payer. Comme si nous, on faisait disparaître les esturgeons de la Caspienne, on ne pourrait plus se payer de caviar tous les jours. Et oui, voilà. Comme quoi l'intelligence humaine, ça n'a pas de limite. Oui. Donc, les chauves-souris participent à la fécondation des fleurs, et les derniers qu'on a trouvés, parce que on n'est pas au bout de nos surprises, les derniers, ce sont les rongeurs. Il y a des souris pygmées, notamment, ils sont en Nouvelle-Zélande, qui pollinisent des plantes. Alors ce qui est marrant, c'est que ces souris pygmées reconnaissent la plante, elles ne l'ont jamais vue, les bébés souris n'ont jamais vu la plante, et la reconnaissent uniquement à l'odeur. Donc c'est automatiquement les parents qui leur ont transmis le moyen de reconnaître cette plante pour aller la polliniser. Donc voilà pour le système. Alors, une fois la technique mise en place, c'est un partenariat. Et ça, c'est du développement durable, parce que ça fonctionne depuis 200 millions d'années, ça fonctionne encore, et ça pourrait encore fonctionner 200 millions d'années si un trublion n'intervenait pas, à savoir toujours le même, celui qui se prend pour le Deus ex machina, c'est-à-dire le Dieu sur terre, puisque on lui a dit, et il le croit toujours, que la terre a été créée pour lui, que les animaux du ciel et de la terre lui appartiennent, que donc il peut en faire ce qu'il veut, il peut les détruire comme il entend. À partir de là, on n'est pas assuré qu'effectivement, dans 200 millions d'années, il y aura encore des plantes sur terre. Mais enfin, nous n'y serons pas, et on peut espérer qu'il y aura un sursaut quand même, et que les hommes réagiront. Alors, le partenariat, dans tout partenariat, ce n'est pas un partenariat de type capitaliste. Chez les plantes, ça n'existe pas. Partenariat, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu vas m'apporter un service, tu m'aides à me reproduire, parce que je ne peux pas le faire tout seul, donc moi je vais te donner quelque chose en échange. Donc ce que la plante donne en échange, c'est ce qu'on appelle, en termes scientifiques, un tissu de rétribution. Alors ce tissu de rétribution peut prendre plusieurs formes, bien entendu. Pour ce qui concerne l'animal que j'élève avec mes collègues, à savoir les abeilles mellifères, ça se présente sous deux formes. Il y a une partie hydrate de carbone, donc des sucres, qui est constituée par du nectar, et une partie protéine. La partie protéine, c'est l'élément mâle de la fleur. C'est-à-dire que c'est le pollen. C'est pour ça que maintenant les apiculteurs récoltent le pollen, le vendent et que les humains le mangent. C'est qu'on s'est aperçu depuis une cinquantaine d'années que si les abeilles le mangent, c'est que c'est utile. Voilà. Donc les abeilles élèvent leur progéniture avec donc les protéines des plantes. L'autre partie, le nectar, donc c'est simplement de la sève élaborée. Vous savez que la plante fonctionne avec un système de pompe, une pompe naturelle, c'est-à-dire elle pompe dans le sol de l'eau, des sels minéraux, qui vont monter jusque dans les feuilles. Dans les feuilles, il y a une usine qui transforme l'énergie solaire en sucre, notamment, grâce au CO2 qui est dans l'atmosphère. Et avec ça, la plante fabrique des sucres. Elle fabrique des sucres qu'on va trouver donc dans la sève élaborée, qui va redescendre, et la pompe fonctionne simplement par évaporation à partir des feuilles.
Donc, la plante donne du nectar, donc de la sève élaborée, aux abeilles, grâce à des glandes qu'on appelle des nectaires. Alors un nectaire, c'est un peu comme si vous preniez votre main et que, au lieu, avec la lame de rasoir, au lieu de vous faire une coupure franche, vous soyez assez habile juste pour enlever le dessus, et ça ne saigne pas. Mais ça suinte et il sort un liquide transparent qu'on appelle la lymphe. Donc nectaire, c'est ça, c'est-à-dire c'est une disposition végétale chez la plante où la partie externe est amincie, donc il sort régulièrement comme d'une source de la sève élaborée. Les hyménoptères viennent boire ce liquide sucré et ils repartent. Et au bout d'un certain temps, le réceptacle qui était plein de nectar se remplit à nouveau parce que ça s'ouvre lentement et ça permet donc de nourrir à nouveau et d'attirer à nouveau de nouveaux insectes. Alors, voilà le partenariat. Toi, tu viens, tu vas prendre mon pollen, tu vas l'emmener sur une autre fleur, tu vas féconder l'autre fleur, même comme disait un cycliste renommé, à l'insu de ton plein gré, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, il y en a qui ont développé des systèmes, par exemple, pour être sûr, parce qu'on n'est jamais toujours sûr, donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, par exemple les orchidées. Elles ont dit, pour être sûr que l'abeille, elle emporte bien ma partie mâle, donc mon pollen ailleurs, quand l'abeille rentre dans l'orchidée, elle colle le pollen sur la tête de l'abeille. Il y a comme un espèce de scratch, ça se colle, ça se décolle plus, elle est obligée de partir avec, elle prend le nectar, et ensuite elle va dans une autre orchidée pour déposer donc automatiquement sur la partie femelle de notre orchidée. Donc le travail est sûr, assuré, donc on a pris des garanties. Donc il y a ce système-là. Il y en a d'autres qui ont utilisé des systèmes mécaniques. On va prendre une très belle fleur que vous pouvez mettre dans votre jardin et que même manger pour certaines. Elle a dit, quand l'abeille rentre, parce que c'est une fleur un peu allongée, si vous voyez à peu près peut-être le dessin, quand elle rentre, il y a un système de bascule qui fait que les étamines se replient et déposent le pollen sur le dos de l'abeille. Et automatiquement, elle en est couverte. Et une abeille, si vous avez regardé de près, je vous invite à le faire, une abeille, c'est couvert de poils, complètement couvert de poils. Donc automatiquement, ça colle parmi les poils. Donc elle ressort. C'est pour ça que quand vous vous en voyez une qui va rentrer dans une cucurbitacée, elle est automatiquement toute jaune, couverte de pollen. Donc c'est la même chose. Donc là, ça se passe avec une façon mécanique pour être sûr, parce que sinon, les anthères étant trop hautes, il n'y aurait pas de pollen sur le dos de l'abeille. Donc, système de la sauge. Donc voilà un système mécanique. Donc, partenariat, tu viens me prendre du pollen, tu vas le transporter ailleurs, je prends mes précautions pour que tu le transportes bien, ou alors je te fais confiance. Et dans 9 fois sur 10, les plantes font confiance à l'abeille, et ça marche très bien depuis 200 millions d'années. Et en échange, je te donne à manger, à savoir du nectar. Alors, vous allez me dire, oui, mais le pollen, c'est quelque chose qui coûte cher à produire. Parce que les plantes, contrairement aux humains, sont des gens qui sont écologistes, les plantes. Elles ne gaspillent pas. Pour produire quelque chose dans la nature, il faut de l'énergie. Donc, elles calculent pour dépenser le moins d'énergie possible. Donc, elles vont produire le moins de pollen possible pour être sûres de se reproduire, à tel point qu'il y a des plantes qui vont produire 2 types de pollen. Un qui sera bon pour l'abeille, parce qu'il sera nourrissant, mais qui n'aura aucun pouvoir reproductif, qui ne pourra pas féconder une autre fleur. Et ils produiront un autre pollen qui ne sera pas mangeable, mais qui lui permettra de féconder. Donc la plante, là aussi, n'a pas encore mis tous ses œufs dans le même panier, pour être sûr que tout son pollen ne soit pas mangé par les insectes. Donc elle produit 2 sortes de pollen. Donc voilà au niveau, si vous voulez, donc, de la rétribution. Maintenant, vous allez me poser une question, vous allez dire, mais oui, mais le sexe, ça c'est bien, mais comment on s'en sert? Pour moi, qui ai une expérience humaine,
les mâles et les femelles, ça ne fonctionne pas toujours bien ensemble. Moi, quand je fais mon cours de botanique, ça dure une journée, moi je leur dis, et en général, dans la salle, il n'y en a pas un qui me contredit. Je dis en général, chez les humains, quand madame a envie, monsieur, ben, il est fatigué, et quand monsieur a envie, madame, ben, elle a la migraine. Eh bien, figurez-vous que, oui, mais c'est pas uniquement pour vous, rassurez-vous, hein, non. Figurez-vous que ben, chez les plantes, c'est pareil. Mais c'est pareil, pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons psychologiques ou autres. Encore que si on faisait des études scientifiques chez les hommes, il y aurait peut-être une raison scientifique derrière, mais que pour l'instant, on ne veut pas chercher. Chez les plantes, on ne fait pas l'amour en même temps, non plus. Madame n'est pas prête non plus quand monsieur en a envie, et vice-versa. Donc, vous voyez, ce qui nous arrive, ça nous vient de très loin. On va prendre l'exemple de l'avocatier. L'avocatier, ce n'est pas le père de l'avocat, hein, c'est uniquement l'arme qui fournit les avocats. Hein. Ne confondons pas. Donc, l'avocatier, la fleur s'ouvre, le pollen est prêt et mûr jusqu'à midi. Mais, puisque c'est des fleurs hermaphrodites, il y a la femelle qui est en dessous. Madame n'est pas prête, elle n'est pas réceptive, elle ne peut pas être pollinisée. Donc, il n'y aura pas d'autofécondation. Donc, on est assuré qu'on aura un croisement entre le patrimoine génétique de la fleur de cet avocat et un autre X. Le lendemain, la fleur s'ouvre à nouveau le matin, et c'est le contraire. À ce moment-là, madame est réceptive, mais monsieur, lui, il ne peut plus. C'est terminé. C'était la veille, lui. Mais le problème, c'est que ailleurs, il y a des avocatiers qui ont fleuri avec un décalage dans le temps, si bien qu'une abeille qui va aller d'une fleur d'avocat à une autre, elle va tomber automatiquement sur une fleur réceptive avec du pollen fécond, mais jamais avec le même pollen de la même fleur. Donc on est sûr qu'il y a un croisement entre les deux patrimoines génétiques. Donc vous voyez que ça a été quand même bien prévu. Donc ça, c'est le mécanisme. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai été jeune, et quand on était jeune, pour le sexe, il y avait les mâles qui ne s'inquiétaient pas tellement de leur habillement, de leur accoutrement, et il y avait les femelles qui prenaient bien soin d'elles, c'est-à-dire que il y en a dans les partenaires toujours un qui cherche à attirer l'autre. Parce que si on veut rencontrer un partenaire sexuel, il faut automatiquement l'attirer. Et on ne fait pas, comme pour les mouches, ce n'est pas avec du vinaigre qu'on les attire, donc on utilise des artifices. Alors chez les dames, c'est tout simple, il y a le rouge à lèvres, il y a le bleu au-dessus des yeux, il y a le col dans certains pays, plus au sud de la France. Il peut y avoir les barésies, bien entendu. Il y avait, quand j'étais jeune, les soutiens-gorge noirs, parce que les soutiens-gorge noirs étaient interdits par le proviseur, donc ça prouvait bien que ça avait une action sur les jeunes mâles qu'on était. Donc, il y a quand même des trucs pour attirer. Alors, les femelles, c'est instinctif. Alors, vous allez me dire, il y a des mamans quand même, surtout maintenant, et c'est peut-être dommage, qui transforment leurs petites filles en Lolita et qui leur apprennent des choses un peu trop tôt. Et ça, je ne suis pas là pour être perdre la pudeur, mais toujours est-il que les petites filles n'ont pas besoin des mamans pour apprendre à séduire les hommes. Or, chez les plantes, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. La plante, pour attirer l'animal, l'hyménoptère, qui va venir la féconder, doit attirer cet animal. Et elle va attirer par quoi d'abord? La première des choses qu'elle va utiliser, comme vous, madame, ben, c'est Chanel numéro 5. C'est-à-dire le parfum. Donc les plantes produisent du parfum, non pas pour vous faire plaisir à vous, parce que vous cultivez des rosiers ou d'autres plantes, des œillets, etc., mais uniquement pour attirer le pollinisateur qui va venir
les rencontrer et les attirer et transporter le pollen ailleurs. Donc le parfum est la première des choses. Il y a ensuite la couleur. Enfin, il y a la forme. Hein. Alors il y a des gens qui sont vicieux, comme par exemple les orchidées, parce que c'est des plantes qui sont très évoluées, sont apparues à peu près dans les dernières, à peu près 25 millions d'années. Donc les orchidées vont même jusqu'à imiter le pollinisateur. C'est pour ça qu'on trouve par exemple des ophrys abeilles, des ophrys bourdons, etc. C'est-à-dire qu'ils imitent exactement, pour nous ça ne nous trompe pas, mais un bourdon c'est quand même pas aussi intelligent qu'un humain. Donc quand il voit ça de haut, hein, avec ses gros yeux, il pense que c'est une femelle et il va étreindre cette fleur donc d'orchidée et il va la polliniser de cette façon-là, en transportant le pollen. Donc il y a la forme. Et puis après, il y a autre chose, c'est que les abeilles, comme tous les insectes, ont deux types de récepteurs pour voir la lumière. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un type de récepteur qui, pour le bleu et le vert, et un autre pour le jaune et l'orangé. Donc, les abeilles ont un avantage sur nous, c'est qu'ils voient dans des longueurs d'onde que nous ne pouvons pas percevoir. Notamment, ils voient les ultraviolets. Et quand on utilise un appareil ultraviolet, que ce soit une caméra ou un appareil photo, on ne voit pas les fleurs de la même couleur du tout. Notamment, certaines apparaissent toutes noires. Mais il y en a qui ont développé des stratégies pour guider l'insecte jusqu'à l'endroit où se trouve le tissu de rétribution, c'est-à-dire le nectar, que l'abeille doit aller pomper, donc l'attirer là où elle doit aller, et en même temps prélever le pollen sur son dos. Donc ils ont créé des guides à nectar. Et quand on regarde en ultraviolet une plante qui a des guides à nectar, il y en a beaucoup, hein. Prenons le colza par exemple, parce que sinon un colza, ils sont tous identiques. Vous avez 50 hectares de colza et des abeilles qui passent au-dessus, c'est tout jaune, hein, pour nous et pour elles aussi. S'il n'y avait pas ça, elles ne l'auraient pas. Donc il y a, je ne sais pas si parmi vous il y en a certains qui ont pris l'avion, mais quand vous descendez sur une piste d'avion de nuit, vous avez des guides à nectar sur la piste pour guider l'avion qui s'allument de chaque côté. Et bien là, vous avez aussi, comme sur une piste d'avion, des guides qui sont convergents, donc en triangle, qui vont amener directement à la source de nectar, et l'abeille est guidée, elle gagne du temps et elle ne se trompe pas. Voilà. Donc voilà, au niveau donc des moyens, des artifices qui vont permettre à coup sûr d'amener l'animal à l'endroit où il y a ce nectar. Alors vous allez me dire, oui, mais dans votre exposé, il y a quelque chose, parce que moi, en tant que jardinier, j'ai déjà vu des nectars ailleurs que dans les corolles des fleurs. Effectivement, les plantes produisent du nectar ailleurs. On peut trouver du nectar sur les feuilles, à l'aisselle entre les tiges et les feuilles. Donc tout ça, ça porte des noms scientifiques qui n'ont pas d'intérêt à être retenus, mais à plusieurs endroits, y compris sur les graines. Il est rare qu'un apiculteur ne soit pas un peu jardinier, et j'ai laissé par hasard fleurir des panais, ce fameux panais de Guernesey, et donc j'ai vu donc des fleurs jaunes, c'est ce qu'on appelle anciennement une ombellifère, maintenant apiacée. Donc ce panais, il y avait des cirphes dessus, c'est-à-dire une mouche qui va donc pomper le nectar qu'il y a sur les fleurs, mais pas d'abeilles. Puis la fleur s'est transformée en fruit. Et avant d'être fruit définitif, mûr, c'est-à-dire récoltable, utilisable en graines, il y a un stade intermédiaire où c'est mou, c'est vert, et à ce moment-là, je me suis aperçu que les abeilles butinaient sur ces graines, donc il y a des nectaires qui sont sur les fruits. Alors, je n'ai pas l'explication, bien entendu, je suis en contact avec des scientifiques au niveau national, mais pour l'instant, ils ne m'ont pas donné d'explication. Je ne vois qu'une seule explication vraisemblable, c'est-à-dire que il est certainement nécessaire à la plante de faire fonctionner
la pompe qui fait monter la sève des racines jusqu'au sommet pour que le fruit soit irrigué au maximum et puisse arriver à maturité. Parce que l'investissement de la plante, c'est le fruit. Et le fruit, quand vous avez déjà vu des fruits dans votre jardin, vous savez ce que c'est. C'est pas ce que vous mangez, bien entendu, mais c'est ce que vous ne mangez pas, le fruit d'une plante. C'est-à-dire, c'est le noyau. Hein, c'est ce que vous rejetez. C'est ce que le merle rejette aussi, hein, bien entendu. Par exemple, si vous mangez des bédifs, vous pouvez manger des arilles, comme le fait le merle, mais il ne faut surtout pas manger la graine parce que c'est toxique. Hein. Et c'est avec ça, justement, que l'if se reproduit très facilement. Donc, le but final de la plante, c'est d'arriver à produire ensuite des fruits et des graines et de se reproduire non pas à l'identique comme au début, c'est-à-dire pas avoir un clone, c'est-à-dire, comme certains disent, je voudrais bien avoir un garçon ou une fille qui me ressemble. Non, là, ils veulent avoir un garçon ou une fille qui ne leur ressemble pas du tout et qui va faire évoluer justement les plantes jusqu'à ce qu'elles sont maintenant, puisque vous savez qu'il y a eu plusieurs extinctions avant nous et qu'il y a 99% des plantes qui sont apparues sur Terre qui ont déjà disparu. Voilà, donc on a dit 1 heure, ça fait 40 minutes. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais bien que vous posiez des questions et qu'on ait un échange. Je pense que ce serait plus intéressant pour vous de poser des questions. Hein. Alors, là-dedans, l'apiculteur n'intervient pas du tout. Hein. L'apiculteur, c'est un pic-assiette, hein, qui se contente simplement maintenant parce que la société a tellement évolué et dans un mauvais sens que s'il n'y avait pas d'apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles en France notamment. C'est impossible qu'une colonie d'abeilles survive à l'état sauvage maintenant. Et donc s'il n'y a plus d'apiculteurs, il n'y a plus d'abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, c'est 80% des plantes qui disparaissent. Alors, quand je dis abeilles, c'est aussi certaines petites abeilles que vous ne voyez pas, et que certaines plantes sont absolument inféodées à telle abeille, et l'abeille aussi. Donc si l'abeille disparaît, c'est comme pour le durian, la plante disparaît. Donc il y a 50% des papillons qui ont disparu déjà, il y a 50% des oiseaux qui ont disparu, il peut y avoir une extinction très rapide, hein, des plantes si on n'y prend pas garde. Pour l'instant, on fait rien, j'avoue, je le reconnais. Mais il faut que chacun en prenne conscience. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bien, en résumé, donc la nature, c'est 85 milliards de recherche et développement. Et ma soupe au potiron de cet hiver dépend des abeilles. Et en relation très courte, la survie de l'humanité dépend des abeilles aussi. Donc voilà, un résumé très synthétique. Maintenant, un quart d'heure de questions-réponses et M. Lamidel va y répondre. Je vais essayer. Parce qu'il y a bien des gens plus intelligents que moi et qui ont plus de connaissances dans la salle. Je ne me fais pas d'illusions. Allez-y, la première est toujours la plus difficile. Non. Vous parliez tout à l'heure d'abeilles mellifères. Oui. Il y en a d'autres qui ne fournissent pas de miel, ou c'est parce qu'on ne récolte pas ce miel? Alors, on l'appelle mellifère parce que son nom scientifique, c'est Apis mellifica mellifica, c'est parce que c'est celle qui est utilisée, qui a été entre guillemets domestiquée par les hommes. Hein. Celle qu'on a dans les ruches alors. Celle qu'on a dans les ruches, c'est celle qui, il y a déjà 20 000 ans, était utilisée par les hommes. À l'époque, c'était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que les humains de l'époque, au paléolithique, avaient déjà, en regardant les ours, vu qu'il y avait quelque chose de bon à manger. Hein. Donc ils ont observé la nature, et les ours attaquant les colonies sauvages d'abeilles pour récupérer le miel, ils ont aussi récupéré le miel, mais de la même façon qu'on le fait encore dans certaines régions de l'Inde, de l'Himalaya, et on le sait parce que dans la grotte, d'une grotte qui s'appelle, je crois, de l'Araignée, en Espagne, il y a une représentation, dans une grotte comme ça, où on voit justement la même façon de récolter le miel à l'époque, avec des essaims, des torches, etc. Hein. Donc on l'appelle comme ça. Alors, la plupart des abeilles font du miel, mais les autres abeilles vivent solitaires, c'est-à-dire un mâle, une femelle. Comme vous, je suppose, vous vivez en couple et vous ne fabriquez pas de miel, uniquement
uniquement pour votre autoconsommation, hein, dans votre jardin, tandis que les abeilles, on crée une société que j'appelle une société de type sicilienne. C'est-à-dire, en Sicile, ça fonctionne comme ça, comme je dis à Aznavour, ça fonctionne avec la mama. Donc, dans la société des abeilles mellifères, c'est une mère qui fait travailler ses filles. Hein, elle se contente de pondre, de mettre au monde des filles, et elle a des fils qui ne font rien et qui sont entretenus à ne rien faire. C'est comme ça que ça fonctionne en Sicile. Oui, mais c'est une minorité aussi. C'est une minorité. Par rapport aux femelles, c'est une minorité. Par rapport à quoi? Aux femelles, les mâles. La quantité de mâles par rapport aux femelles dans une grenouille. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de mâles pour reproduire une espèce. Hein. Alors, ça c'était une vision, si vous voulez, schématique. Parce que cette vision stupide du mâle dans une ruche, on l'a eue au XIXe siècle. Et on a supprimé les mâles dans les ruches. Et on s'est aperçu à ce moment-là, ce qu'on a trouvé aussi dans la société humaine, quand on supprime les mâles dans une société, les femelles ne travaillent plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh oui. Alors, donc, les autres abeilles, y compris les bourdons, font du miel, le bourdon fait du miel, sauf qu'il ne fabrique pas de la cire, le bourdon, et pour vous, éventuellement, ça peut vous intéresser si vous aviez des goûts artistiques, le bourdon fabrique de la poterie, et il met son miel dans des poteries qu'il fabrique. Voilà, c'est l'inventeur de la poterie. Le bourdon, il n'y a pas de colonie de bourdon. S'il y a des colonies de bourdons, ils sont 200, 300 maximum. Mais ils font des trucs comme les guêpes. Non. Eux, ils fabriquent des nids en général dans la terre, dans des cavités. Voilà, donc vous ne pouvez pas les voir. C'est là où ils disent va retourner un peu sur la terre. Voilà, bourdons, tout à fait. Voilà. Merci. Alors, il existe des hyménoptères que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonnez pas éventuellement. Si vous aviez éventuellement un figuier chez vous, vous n'auriez pas de figue s'il n'y avait pas un hyménoptère qui vient à l'intérieur du fruit et qui n'en sort pas de la figue. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Donc vous voyez, il y a des hyménoptères cachés que vous ne pouvez pas soupçonner. Il faut qu'elle arrive à maturité aussi, la figue, non? Ah ben, s'il n'y a pas de cet hyménoptère dans votre région, vous n'aurez jamais de figues. Donc si vous avez des figues, c'est que l'hyménoptère est dedans. Mais il est tout petit, vous ne le verrez jamais. Sauf si vous faites une dissection de la figue, bien entendu. Et à un moment donné, au moment de la fécondation. Et on le consomme, ça fait des protéines. Mais c'est excellent, vous savez. Dans chaque figue? Dans chaque figue, bien sûr. Oui, oui. Comme chaque fleur doit être fécondée, chaque femme doit être fécondée, sinon il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de fruit. C'est automatique, c'est mathématique même. Le faux bourdon, est-ce qu'il y a le cul blanc ou bien c'est le bourdon qui a le cul blanc? Alors le faux, ce que vous appelez le faux bourdon, c'est le mâle dans les ruches d'abeilles. Ah bon? Hein. Donc il n'a pas l'arrière-train blanc du tout. Hein. Donc par contre, chez les bourdons, il y en a qui ont l'arrière-train blanc ou jaune ou d'une autre couleur, peu importe. Hein. Dans les abeilles, c'est encore moi qui pose des questions, je suis désolée. Dans les abeilles solitaires, il y en a bon, les petites, puis il y a les grosses bleues là. Elles sont solitaires ou elles vivent en groupe aussi? Non, elles sont solitaires. Alors les grosses, là, les très Parce qu'on grosses. les voit, il y a des moments en groupe. Alors oui, ils peuvent vivre, voyager en groupe, ça c'est possible, mais elles vivent à deux. Hein. Alors cette grosse-là, c'est intéressant pour si vous jouez au Scrabble, on ne sait jamais. Elle s'appelle Xylocope. Xylocope. Donc c'est bien, on peut passer beaucoup de lettres. Hein. Donc en langage vernaculaire, c'est l'abeille charpentière. Donc elle va faire son nid dans les vieilles poutres qui sont vermoulues déjà. Elle n'a pas les moyens de faire des trous dans des poutres neuves. Hein. Donc elle fait son nid là-dedans, elle va pondre. Hein, des galeries horizontales, récifs, c'est impressionnant, c'est bleu métallique, c'est très joli. Ouais. Prochaine question. Comment on a un jardin accueillant pour les abeilles? On est à la fête des jardins. Alors, pour rendre un jardin accueillant, je vais vous dire une chose, une boutade, quoi. Et pratiquement, il ne faut pas faire de jardin. C'est-à-dire que moi, j'ai un jardin de gentillonnage et j'ai un voisin. Donc, quand il vient dans mon jardin,
son expression, hein, il me regarde, Pierre, il me plaint, il me dit « Hein, qu'est brun !» C'est-à-dire que il faut laisser pousser les plantes. Il faut leur laisser de la place. Donc, à ce moment-là, vous voyez revenir des animaux qui avaient disparu, donc des hyménoptères de toutes sortes, de toutes tailles, des papillons, des araignées, etc. Il se crée à nouveau un microcosme dans votre jardin. Donc, il faut partager. Les plantes partagent avec des hyménoptères. Si vous n'êtes pas capable de partager avec les plantes et avec les animaux, vous allez dans le mur. Et je pense qu'il existe des associations de jardins partagés, j'ai entendu parler. Hein. Mais les gens qui veulent voir qu'une seule tête, comme mon voisin, où il y a un rang de carottes, un rang de céleri, un rang de poireaux, et pas une mauvaise herbe, hein, ceux-là, pour moi, ce ne sont pas des jardiniers. Hein. Ils ne savent pas, bien entendu, que dans la terre, le plus important, il y a un microcosme, et que sans ce microcosme, les plantes ne peuvent pas vivre. Hein. De même que vous bénéficiez des services de 2 kg de bactéries dans votre corps, et sans lesquelles vous pouvez pas vivre. Notamment synthétiser certaines vitamines, comme la vitamine K. Voyez. Laisser de la nature dans le jardin. Il faut laisser de la nature toujours. Donc les jardins anglais, bien. Les jardins à la française, non. Si on met des fleurs dans le potager, C'est très bien si on met des fleurs, voilà. Et en plus, je vais vous dire une chose. Et il y a des agriculteurs maintenant qui l'ont compris, puisque Stéphane Le Foll, notre actuel ministre de l'Agriculture, qui m'avait invité à un forum là-dessus, il y a des agriculteurs qui ont compris qu'en laissant pousser des plantes entre le colza ou entre d'autres plantes qu'ils cultivent industriellement pour vivre eux et pour nous nourrir, ben, leurs plantes qu'ils cultivaient étaient moins attaquées. Il y en a un qui nous a dit, depuis que je laisse des plantes pousser, ce qu'on appelle, terme méprisant, des adventices, hein, des gens qui sont en principe là pour piquer la nourriture aux autres, et bien ils se sont aperçus que les limaces, au lieu d'attaquer le colza, ils mangeaient ces plantes-là. Et ils n'utilisent plus de mollucides, donc ils économisent un traitement en herbicide, ils économisent le mollucide, ils ne polluent pas la terre, ils ne polluent pas non plus l'eau des nappes phréatiques. Donc si vous laissez à manger aux autres, automatiquement ils ne viendront pas attaquer vos légumes. Moi, j'ai vu que sur 10 choux ou sur 10 salades, il y en a 7 qui sont impeccables et pas attaqués. Puis il y en a 3 qui sont plus faibles, qui sont mangés. Alors les 3 plus faibles, on les laisse et ils finissent de les manger. Ils n'attaquent pas les autres. Hein. Mais c'est pareil dans tout système économique. Si vous laissez les gens crever de faim dans un pays, ils viendront chez vous chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux. C'est tout. Un apiculteur a récolté du miel vert. Oui. Les abeilles seraient apparemment allées butiner dans du sirop de menthe. Oui. Alors, je me pose la question, est-ce que les abeilles vont butiner dans les plantes toxiques? Alors, votre question est intéressante mais incomplète. Parce que qu'est-ce que vous appelez, vous, une plante toxique? Les plantes qui sont toxiques pour nous. Voilà. Alors, est-ce que ça leur fait produire du miel toxique ou est-ce qu'elles le transforment pour qu'il soit bon? Alors, les abeilles ne travaillent pas pour vous. On est bien d'accord, hein? Elles travaillent pour elles et pour perpétuer l'espèce abeille. Donc, pour elles, une plante toxique, si elle était toxique, elle ne va pas la visiter. Mais elle peut être effectivement donner du nectar qui est toxique pour vous. Exemple, le rhododendron. Vous vous rappelez ce que vous avez appris quand vous étiez au lycée, les inconvénients de l'armée d'Alexandre qui avait été envahir l'Asie mineure et dont les soldats ont été empoisonnés parce qu'ils avaient mangé du miel de rhododendron. Alors le rhododendron est toxique pour l'homme mais pas pour l'abeille. Donc le miel était toxique pour l'homme. Hein. Donc effectivement, alors l'abeille n'a pas la capacité de détoxifier le miel pour l'homme du tout. Hein. Donc quand on a des ruches, il ne faut pas les mettre dans des endroits où il peut y avoir des plantes toxiques
pour l'homme visité par les abeilles. C'est obligatoire. Alors, pour revenir au miel vert, là, qui est une production à base de sirop de menthe, il est vert cette année, mais l'année dernière, il était bleu et marron, puisque l'année dernière, ils étaient allés en Alsace chez LMS. Alors là, l'abeille, elle ne fait pas la différence, c'est du sirop, qui soit coloré, ça ne la gêne pas. Donc, c'est pas toxique a priori pour elle. Mais sauf que c'est toxique à long terme quand elle doit hiverner, passer l'hiver avec et nourrir ses larves. Donc en Alsace, ils ont été obligés de supprimer tout le miel et toutes les colonies. Ils ont perdu les colonies à cause de ça. Bon, alors le miel, là, dans le cas, puisque c'est un produit industriel qui est utilisé pour vous, puisque vous en mangez de ces bonbons, etc. Donc c'est pas toxique pour vous, mais pour les abeilles, là, c'est toxique. Là, elles ne sont pas capables de faire la différence parce que c'est sucré. C'est très appétant pour elles, bien entendu. Voilà. Oui, mais là, vous dites qu'il y a rhododendrons, il y a des rhododendrons dans les jardins. Oui, attendez, quand il y a un rhododendron par-ci, par-là, il n'y a aucun risque. Hein. Quand on dit du rhododendron, c'est quand vous allez dans les montagnes où il n'y a que du rhododendron et qu'elle ne butine que ça, vous avez au moins 70% de miel de rhododendron récolté, hein, c'est évident. Comme par exemple cette année, j'ai récolté du miel de ligustrum. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, c'est le 3N simplement. Et ben, le 3N cette année, parce qu'il a fleuri tard, j'ai un miel qui est très coloré et qui a un fort goût amer en fin de bouche. Hein. Donc il n'est pas forcément toxique, mais c'est assez désagréable, bien entendu. Parce que quand on mange du miel, c'est pas comme à Guérande où on fait du caramel, c'est pas le but. Hein. Ensuite. Pourquoi les abeilles ne pourraient plus vivre aujourd'hui à l'état sauvage? Parce que si vous sortez, et si vous regardez autour de vous, il n'y a plus les ressources nécessaires pour qu'elles passent l'hiver. Je rencontrais ce matin ici, dans votre manifestation, un de mes voisins qui avait récupéré, à l'insu de son plein gré, un essaim dans sa cabane. Je lui dis, est-ce que vous l'avez toujours? Il me dit non, je ne le vois plus. Donc il n'a pas pu survivre à l'hiver. Ils peuvent pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide à passer l'hiver en leur donnant du sirop, et qui les aide aussi à se débarrasser de certains prédateurs, comme notamment l'acarien, varroa, jacobsoni. C'est ça. Et dans le temps, les abeilles vivaient, il y avait, quand on voyait les champs, ils étaient bleus, de bleuets, il y avait des coquelicots, il y avait des plantes sur les bas-côtés, il y avait des, etc. Là, au nom de la rentabilité, on a tout détruit, donc il n'y a pas à manger pour les abeilles. Une fois qu'on a tout récolté, il n'y a plus rien. Et en plus, il n'y avait pas ces varroas. Ces varroas ont été importés par les hommes, ils viennent d'Asie du Sud-Est, de Sumatra, Bornéo, etc. Donc, ils ne savent pas s'en défendre contre ce prédateur. Et en plus, là, ils vont avoir un autre prédateur qui est le frelon asiatique. Donc, ils n'ont aucune chance maintenant de s'en sortir s'il n'y a pas des apiculteurs. Voilà, ils sont condamnés à disparaître. Est-ce qu'il est arrivé dans la Saône? Pardon? Est-ce qu'on a opéré dans la Saône le frelon asiatique? Pas encore, non, non. Mais le varroa, qu'est-ce que vous faites pour le varroa? Il y a quelque chose, un traitement? Alors, il y a des traitements acaricides à base de molécules chimiques. Mais comme l'apiculture, c'est une branche orpheline parce qu'elle n'est pas rentable pour les laboratoires, donc on n'investit pas, donc la molécule, elle est dépassée parce que les varroas, c'est comme tout animal et comme toute plante, au bout d'un certain temps, ça trouve la parade à ce qu'on lui envoie sur la figure, donc ils deviennent résistants. Donc maintenant, on ne peut plus s'en débarrasser, ils sont de plus en plus résistants. Voilà. Alors après, il y a des stratégies qui utilisent le fait que le varroa reconnaît sa proie à l'odeur. Donc on essaie par confusion, on va dire, des odeurs, de l'empêcher de trouver sa proie, à savoir l'abeille adulte et surtout la larve d'abeille. Donc il ne rentre pas dans la cellule, donc il ne peut plus se reproduire. Et il tombe au sol, bien entendu, parce qu'au bout d'un certain temps, quand il ne peut pas manger, il tombe d'inadmission et il finit par mourir. Alors, ce procédé qu'on utilise, mais à l'insu des volontés de l'État, parce que l'État, lui, ce qu'il encourage, c'est la production chimique, c'est l'industrie. On est pratiquement dans l'illégalité en faisant comme ça, en traitant naturellement
les ruches, c'est-à-dire en mettant pas de produits chimiques. L'État va l'utiliser bientôt pour lutter contre le moustique qui tue quand même.